Bonjour à toutes et à tous. Pendant ce talk, on va se demander s'il faut déconstruire l'intelligence artificielle. Mais déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Marine Sobas. Je travaille chez Dataiku, qui est un logiciel qui permet de collaborer sur des projets de data science et d'IA. Je suis engineering team lead et j'ai travaillé sur un certain nombre de projets qui utilisent l'IA pour améliorer la productivité de nos utilisateurs sur la plateforme. Et lorsque j'ai travaillé donc, sur ces projets qui utilisent l'IA générative, je me suis rendu compte que faire une application qui utilise l'IA, c'était comme monter le Kilimandjaro, puisqu'il y a deux voies possibles. Soit on choisit la voie la plus directe, qui s'appelle la voie Coca-Cola, parce qu'elle est plus douce, elle est plus rapide et plus directe, donc c'est moins cher. On peut dormir en refuge, donc pas besoin d'amener sa tente. Ça demande moins de ressources, moins de porteurs. Ou alors, on peut choisir la voie dite du whisky, parce qu'elle est plus sinueuse, elle est plus itérative, parce qu'on va monter un petit peu, puis redescendre pour pouvoir s'adapter à l'altitude. Ça prend plus de temps, parce qu'il faut venir avec une tente, il faut plus de nourriture. Et donc, forcément, ça demande plus de ressources. Et lorsqu'on veut faire une application qui mobilise l'IA générative, finalement, c'est pareil. Soit on peut choisir la voie la plus directe. En termes d'architecture, ce serait l'architecture monolithique. Soit on peut choisir une approche plus itérative, l'architecture modulaire, sachant que la roue du whisky a de meilleures performances à la fin parce qu'on a eu plus le temps de s'habituer à l'altitude. L'architecture modulaire peut-être va permettre d'avoir plus de performances, mais forcément, ça demande plus de ressources. Donc déjà, on va se demander s'il faut déconstruire l'architecture, en tout cas décomposer l'architecture monolithique dans le cadre de l'IA pour avoir une architecture modulaire. Déjà, qu'est-ce que j'appelle architecture IA monolithique? En fait, c'est simplement lorsque l'utilisateur parle directement avec un grand modèle, donc un modèle fondation, qui a appris sur énormément de données. Donc, il y a besoin de lui donner assez peu de contexte pour que, out of the box, il fonctionne plutôt bien. Et on considère que le modèle va savoir tout faire, donc être capable de tout gérer. A contrario, lorsqu'on veut faire une architecture IA modulaire, on va découper la tâche plutôt complexe qu'on essaye de faire en plusieurs petites briques. Donc, on va avoir plusieurs modules qui sont à chaque fois dédiés à une tâche spécifique. Et donc, c'est ce qui permet d'avoir une approche plus itérative parce que chaque composant a un rôle spécifique. Je vais vous donner un exemple. Donc, dans le cas de l'architecture IA monolithique, si on a un projet qui implique de faire de l'OCR, donc de la reconnaissance de texte dans une image, puis ensuite de résumer ce texte et de le classifier pour voir quel type de texte c'est, on pourrait directement passer par un modèle multimodal, donc qui permet de gérer à la fois les images, à la fois le texte, comme GPT-4o, comme Claude, comme Gemini. Ou alors, on pourrait mettre en place une pipeline qui utilise un modèle spécifique pour faire de l'OCR, donc la reconnaissance de texte dans les images, qui va venir résumer le texte et qui va ensuite faire la classification. Je vais vous donner un exemple d'architecture monolithique sur lequel j'ai travaillé. J'ai un ami qui a une maison d'édition et il voulait faire un chatbot pour faire des recommandations de livres sur son site web. D'ailleurs, la maison d'édition Kimal y pense, si ça vous intéresse. Et je vais vous parler de comment s'est déroulé le projet. Donc déjà, j'ai utilisé le modèle GPT-4o Mini d'OpenAI. J'ai mis au point un prompt vraiment basique où je vais juste demander de me recommander un livre parmi une liste de livres donc, de la maison d'édition de mon ami. Ensuite, on a fait un premier test en se mettant à la place de l'utilisateur et on lui a demandé « Je cherche un livre sur l'histoire ». Et là, quelle ne fut pas notre surprise quand on a vu sa première réponse et qui nous a recommandé Michel Onfray, qui n'est pas du tout édité par la maison d'édition de mon ami. Donc, on était un peu déçus parce que notre chatbot n'était pas tellement déconstruit. Et j'ai dû retourner au développement
Après des efforts de prompt engineering très poussés, où j'ai juste demandé au modèle de surtout pas retourner des livres qui n'étaient pas dans la liste. On a aussi dû sortir la carte de crédit et passer à un modèle plus performant, donc GPT-4o. Et là, le chatbot fonctionnait plutôt bien. En tout cas, c'était acceptable en termes de résultats. Donc, globalement, en 2 heures, le projet était plié. Cet exemple illustre les avantages de l'architecture monolithique, parce que sans avoir à faire tellement de travail, on a des bonnes performances. C'est plutôt démocratisé, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir de connaissances sur l'IA ou sur la data science pour arriver à avoir un projet qui fonctionne. Il n'y a pas d'infra à gérer. Tout est géré par le LLM, donc Large Language Model, par celui qui nous vend l'intelligence artificielle. Donc le développement est rapide, c'est peu cher. Et finalement, on peut se demander si ce type d'architecture ne suit pas le sens de l'histoire. Parce que dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans les années 90-2000, on faisait plein d'opérations mathématiques très poussées pour faire de la reconnaissance d'objets dans les images. Et à partir de 2012, avec le réseau de neurones AlexNet, la recherche, il y a comme une révolution dans les milieux de la recherche, parce que la conclusion de cet article, c'était que pour avoir un réseau de neurones qui fonctionnait bien, il fallait juste attendre d'avoir de meilleures cartes graphiques et d'avoir plus de données. Donc à partir de là, tous les modèles qui ont été développés n'ont fait qu'exploser en termes de taille. Et c'est non seulement la norme dans la recherche d'avoir un modèle qui passe à l'échelle, mais c'est aussi la mesure de la performance, parce que sur les benchmarks, c'est important de savoir gérer le passage à l'échelle pour avoir un modèle performant. Pourtant, on se rend compte qu'on arrive, dans certaines disciplines, à un effet de saturation. Par exemple, dans le cas de certains LLM, on se rend compte qu'à partir d'une certaine taille du modèle, les performances n'augmentent pas tant que ça. Pour certains use cases, par exemple l'imagerie médicale ou la reconnaissance d'objets, les petits modèles ont de meilleures performances que les modèles fondation, les all-purpose modèles, qui sont capables de gérer tout un nombre de tâches. Dans le cas des données tabulaires, les modèles de deep learning n'ont jamais été plus performants que les modèles plus classiques de statistiques qui reposent sur des trees, donc des arbres, pour arriver à faire des prédictions. Donc on voit que l'architecture monolithique peut atteindre des limites en termes de performance. Pareil, c'est un peu comme le Coca-Cola. Il y a assez peu de monde qui a la recette de ce qui se cache derrière. Et donc, il y a assez peu de transparence. Donc, en tant que développeur, c'est difficile de débugger lorsqu'on utilise des modèles de fondation, type GPT ou Claude. Et aussi, si on essaye de limiter son empreinte carbone, il ne faut pas oublier que générer une image Ghibli, c'est comme laisser une ampoule allumée pendant 21 minutes. Et donc, on se sent mal d'utiliser des modèles très larges. Pour les entreprises, ça pose également problème, parce qu'on doit partager ces données, les entreprises doivent partager leurs données avec OpenAI, et ce n'est pas toujours possible si ce sont des données confidentielles. Ça peut entraîner un coût si la fonctionnalité est beaucoup utilisée. Et aussi, on a une sorte de dépendance qui se crée, parce que si on veut débloquer de nouvelles fonctionnalités, parfois, il faut juste attendre qu'OpenAI sorte un nouveau modèle plus performant. Et puisque c'est très facile de finalement développer une fonctionnalité avec ces modèles, les entreprises perdent leur avantage compétitif, parce que si c'est possible de le faire en 3 heures avec une développeuse, tout le monde peut le faire. Et donc, on ne peut pas vraiment se différencier avec ce type de fonctionnalité. Donc, l'architecture monolithique fonctionne très bien pour des prototypes, mais si on veut vraiment un système robuste qui est plus facile à maintenir, on aurait envie de passer à l'architecture modulaire. Et pour vous donner un exemple, je vais vous parler de projets sur lesquels j'ai travaillé chez Dataiku. Donc, dans Dataiku, c'est une plateforme qui permet de manipuler de façon visuelle des données, donc de faire un peu des opérations comme sur Excel, sur de plus grosses bases de données.
Et on a ce qu'on appelle des recettes qui permettent de manipuler visuellement les données. Et on a fait un premier assistant qui permet de faire des opérations de transformation de données type Excel, donc calculer des formules, des sommes, renommer des colonnes. Et suite à ça, on voulait améliorer cette fonctionnalité pour qu'elle puisse faire davantage de tâches, et des tâches plus compliquées de préparation de données, comme des jointures, des filtres. Et donc, pour ça, on a mis au point une petite pipeline avec un premier modèle qui décide s'il faut utiliser le premier assistant qui permet de faire des opérations ligne par ligne, ou alors s'il faut plutôt utiliser des opérations type jointure, filtre. Et donc là, c'est un exemple très simple d'une architecture modulaire. Et on voit que ce type de choix d'architecture permet d'itérer plus facilement, puisqu'on peut passer d'un composant très spécifique et après l'intégrer dans un plus grand système. Ces composants sont réutilisables, on a une plus grande autonomie parce que des plus petits modèles, c'est possible de les fine-tuner, donc de les améliorer pour avoir de meilleures performances que ce qu'on aurait eu avec des plus grands modèles type GPT. On peut plus facilement les contrôler et c'est plus facile de les maintenir. D'ailleurs, si on fait appel à des références solides en termes de bonnes pratiques d'architecture, donc je vais parler du livre Clean Architecture qui décrit les bonnes pratiques qu'il faut suivre lorsqu'on fait du développement logiciel. Le principe de responsabilité unique, donc c'est le S de solide, qui consiste à dire qu'un composant devrait avoir une seule et unique raison de changer, s'applique d'autant plus lorsqu'on travaille sur des applications IA, parce que les modèles sont tellement chaotiques qu'on a du mal à prédire comment un changement de prompt, par exemple, va pouvoir les impacter. Dans l'exemple dont j'ai parlé avec les différents assistants pour gérer la préparation de données, le risque, c'est que si on modifie le prompt qui permet de générer un type d'opération, ça risque d'avoir des impacts sur les autres assistants et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc ça montre qu'en termes de maintenabilité, de capacité à bien maintenir les applications, mieux vaut choisir une architecture modulaire. Finalement, lorsqu'on regarde les exemples d'applications de l'IA dans l'industrie, on se rend compte que ce qui est pertinent, en tout cas d'après cette étude de Booking réalisée en 2019, ce n'est pas tellement la performance du modèle, mais c'est surtout la façon dont on a construit ce modèle pour qu'il réponde à un problème business. Et donc, à partir de là, on peut se demander comment faire en sorte que les composants, donc les modèles, soient les meilleurs possibles. Comment faire des bons composants? La réponse, c'est en fait c'est d'avoir des bonnes spécifications. Et finalement, ça paraît assez logique, puisque la spécification des composants, c'est un peu ce qui se retrouve dans toutes les disciplines de l'ingénierie. Par exemple, dans les voitures, on a plusieurs composants, on a un moteur, on a des freins. Enfin, je ne vais pas citer toutes les pièces des voitures, mais c'est quelque chose qui permet de faire avancer en fait les disciplines de l'ingénierie. Pareil, dans l'aérospatiale, en informatique, finalement, est-ce que c'est pas juste décomposer des mécanismes complexes dans des tâches plus simples, de manière à pouvoir les gérer plus efficacement? Eh bien, c'est pareil pour les composants IA. On a envie d'avoir des composants qui sont à chaque fois bien spécifiés, donc avec une entrée claire, un comportement attendu et une sortie qui est aussi bien définie. Et l'avantage d'avoir des bonnes spécifications lorsqu'on crée un nouveau composant IA, c'est que ça permet d'être cohérent avec les différents principes des composants. Donc c'est à la fois vérifiable, c'est débuggable si jamais il y a des problèmes, c'est modulaire, on peut l'intégrer avec des plus gros systèmes, c'est réutilisable et aussi autonome. Dans le cas des applications IA, parfois le côté vérifiable et autonome est plus compliqué à mettre en œuvre, comme ce sont des résultats qui sont parfois chaotiques, c'est plus difficile à vérifier et aussi on est obligé d'avoir un humain dans la boucle pour pouvoir vérifier les résultats. Mais c'est un peu un objectif qu'on essaye de mettre en œuvre pour avoir des applications plus robustes.
Le problème avec des composants qui sont très spécifiés, c'est que finalement, ça limite aussi un des gros avantages de l'IA générative, qui est la capacité à gérer une entrée, un input ambigu. Donc, la grande force des chatbots qu'on a aujourd'hui, c'est que même si l'utilisateur donne des indications qui ne sont pas bien spécifiées, il arrive à gérer et donc à être suffisamment flexible. À partir de là, on peut se demander comment arriver à avoir des systèmes qui sont à la fois modulaires et flexibles. Une solution possible, ce serait de faire appel à une architecture agentique, donc à avoir plusieurs agents IA qui sont connectés. Donc, on a la modularité et en même temps, on a une sorte d'IA agent superviseur qui distribue les tâches à différents agents, à différents outils, de manière à pouvoir allier la flexibilité des modèles génératifs et la modularité qu'on veut dans une architecture. Un exemple de projet qui s'appuyait sur une architecture agentique sur lequel j'ai travaillé, c'était l'année dernière. On voulait faire un chatbot pour que les utilisateurs parlent avec la plateforme, pour qu'ils posent des questions sur les datasets, sur les projets qui étaient sur la plateforme. Et pour ça, on a utilisé le 1 et l'LM router qui dirigeaient chaque requête vers différents composants. Donc, par exemple, une banque de données sur les projets, une banque de données sur la documentation, un dataset qui comprenait les descriptions de toutes les données. Et lorsqu'on a travaillé sur ce projet, on s'est rendu compte que c'était assez difficile de contrôler ce que faisait le routeur, parce que souvent, il choisissait des outils ou alors des agents que nous, on n'aurait pas choisis. Et c'était en fait assez compliqué d'orienter le routeur pour qu'il fasse exactement ce qu'on voulait. Ça peut poser aussi problème parce que l'architecture agentique peut être plus lente qu'une architecture monolithique, par exemple. Et dans notre cas, comme on cherche à faire des fonctionnalités qui permettent de booster la productivité des utilisateurs, c'est pas désirable. Enfin, c'est dommage. Si on prend du recul, est-ce que finalement le fait d'utiliser des modèles d'intelligence artificielle, c'est pas une façon de transférer la complexité de l'architecture du code vers le modèle en lui-même? Donc, à partir de là, on a envie de venir étudier l'architecture des modèles pour comprendre comment ils gèrent cette complexité. Et c'est pour ça qu'on va déconstruire l'IA au sens de démonter pour comprendre comment elle fonctionne et comment on peut l'interpréter. Déjà, on a l'impression d'être un peu dans une phase compliquée pour nous, les développeurs, parce qu'on passe d'un contexte où on avait vraiment une visibilité très bonne sur ce qui se passait dans notre code, donc un rapport assez intime avec ce qui se passe dans nos applications, à l'utilisation d'IA, qui sont comme des boîtes noires, des black box. On ne sait pas vraiment comment ça marche. Et donc, ça pose question parce que ça peut poser des problèmes de sécurité, de fiabilité, et aussi qui est responsable en cas de bug. Est-ce vraiment un nouveau problème? Parce que finalement, lorsqu'on utilise une librairie, quand on fait appel à une API, c'est aussi une boîte noire pour nous. Enfin, on ne sait pas quel code il y a derrière. Et pour lutter contre ces problèmes de manque de visibilité, les développeurs ont mis au point des techniques de reverse engineering qui permettent de mieux comprendre les différents outils qu'ils utilisent. Donc, on va voir comment reverse engineer l'intelligence artificielle. Déjà, pour revenir aux bases de ce que c'est qu'un modèle de langue, en tout cas un modèle d'intelligence artificielle, on va prendre cet exemple qui est plutôt simplifié. Imaginons qu'on a un modèle qui prend en entrée du texte et qui en sortie va prédire si ce texte est un nom de conférence. Donc, par exemple, on donne en entrée Mixit et il va dire « Ah, il y a 90% de chances que ce nom est un nom de conférence ». Comment ça va se passer? Déjà, on récupère le texte, on va le tokeniser. Donc, pour ça, on va mapper le terme avec un token. On a en fait un dictionnaire de tokens, un vocabulaire qui nous permet de récupérer des informations sur chacun des mots qu'on veut utiliser dans le modèle.
On va le représenter sous la forme d'un vecteur grâce à un embedding, parce que les réseaux de neurones utilisent des vecteurs, ils préfèrent prendre ce format d'objet. Et une fois qu'on a ce vecteur, c'est vraiment là que le réseau va apprendre des données. Et donc pour ça, on va passer par un multi-layer perceptron. Donc c'est vraiment les couches de réseau de neurones. Et comment ça se passe? On a le vecteur qui est multiplié avec des poids. Donc ce sont les paramètres qu'on cherche à apprendre des données pour ensuite faire des prédictions. Ensuite, on va le sommer, appliquer une fonction d'activation qui introduit de la non-linéarité dans le modèle. Et après, on se retrouve avec une activation. Important parce que lorsqu'on veut reverse engineer des IA, c'est important d'utiliser l'activation. Et comme on a plusieurs couches de perceptrons, en fait, l'activation, ce n'est pas juste un nombre, c'est un vecteur. Donc, on se retrouve avec des vecteurs d'activation. Et après, on va transformer ce vecteur dans notre prédiction. Donc, on va disembed le vecteur d'activation pour obtenir notre probabilité en sortie. Aujourd'hui, il existe un certain nombre d'outils qui permettent de comprendre ce qui se passe derrière une IA. Par exemple, lorsqu'on utilise des modèles de raisonnement comme DeepSeek ou O1, on peut regarder ce qui se passe derrière le raisonnement et comprendre un peu comment l'IA est arrivée à sa conclusion. Dans le cas de l'architecture modulaire, on peut visualiser quels agents ou quels IA, quels composants ont été utilisés. Donc ça permet déjà de se donner une idée de comment notre application fonctionne. Mais ce n'est pas vraiment suffisant parce qu'on ne sait pas comment derrière l'intelligence artificielle fonctionne. Pour mieux comprendre comment ça fonctionne, il y a l'équipe d'Anthropic, qui a travaillé sur le modèle de fondation Claude, qui a mis au point des techniques, c'est ce qu'on appelle d'interprétabilité mécanistique, donc c'est reverse engineering de l'IA, qui va utiliser l'activation qu'on retrouve dans les modèles pour arriver à en déduire des concepts qui sont faciles à interpréter. Contrairement au modèle de vision, où on peut arriver à interpréter pour un neurone donné quel est le concept que l'IA essaye d'apprendre, dans le cas des modèles de langue, c'est plus compliqué parce qu'il y a plus de mots que de neurones. Donc forcément, un neurone est responsable de plusieurs concepts. C'est un peu comme le cerveau. C'est difficile d'interpréter comment notre cerveau fonctionne parce qu'un neurone est capable de faire plusieurs choses. Il y a une hypothèse qui permet, en tout cas une piste, qui permettrait d'interpréter les modèles de langue. Et c'est l'idée selon laquelle un neurone ne serait pas responsable d'un seul concept, mais chaque activation est en fait la somme de plusieurs concepts. Et donc cette hypothèse, la meilleure façon de la représenter, c'est de regarder le jeu Infinite Craft. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça permet d'arriver à certains concepts en additionnant plusieurs concepts. Donc par exemple, on peut dire que l'eau plus le vent, ça donne les vagues. Si on rajoute de la mud, c'est la plage. Donc c'est comme ça que les modèles de langue ont l'air de fonctionner. Donc par exemple, s'ils veulent se représenter le concept de reine, ils vont additionner le concept de royauté avec le concept de femme. Si on veut se représenter ça mathématiquement, c'est comme si chaque vecteur d'activation qui se trouve dans le réseau de neurones était une décomposition linéaire de différents concepts, donc qui sont en fait des vecteurs de direction. Et plus un vecteur d'activation s'active, plus ça veut dire que le concept est important. Donc par exemple, si là le vecteur d'activation c'est pour le terme de reine, on aurait un vecteur, tous les coefficients d'activation du concept seraient à 0, sauf pour le terme de femme, sauf pour le concept de femme et le concept de royauté. Donc, à partir de cette hypothèse, les chercheurs de chez Anthropic sont venus récupérer les différents concepts qui se trouvaient dans des modèles de langue. Comment ils ont fait? Donc déjà, ils utilisent des modèles LLM de langue
ils vont récupérer l'activation. Grâce à des techniques de dictionary learning, ils vont arriver à en déduire la décomposition en vecteurs du vecteur d'activation, et donc la décomposition en concepts. Et à partir de là, ils ont un dictionnaire de concepts. Lorsqu'ils ont appliqué ces techniques sur Claude, ils se sont rendus compte qu'il y avait un vecteur, donc un concept qui représentait le Golden Gate Bridge, un concept pour tout ce qui était les biais de genre, pour les erreurs de code. Et lorsqu'ils ont modifié Claude pour que le vecteur associé au Golden Gate s'active d'autant plus, enfin ils ont amplifié l'effet du concept de Golden Gate, Claude s'est mis à penser qu'il était le Golden Gate. Donc on pouvait lui poser des questions comme « Ah, quelle forme as-tu » il répondait « Ah, j'ai la forme d'un pont tel le Golden Gate ». Il parlait que de ça. Et donc cet exemple montre que l'hypothèse selon laquelle chaque activation, en fait, une décomposition linéaire, en tout cas la somme des différents concepts, est prometteuse. Comment on arrive à extraire les concepts un peu plus, si on regarde un peu plus le fonctionnement? On utilise un auto-encodeur. Donc, c'est un type de modèle qui essaye d'apprendre une représentation compressée des données. Donc, imaginons, on a en entrée n'importe quel type de données. L'auto-encodeur va essayer de faire une représentation dans une dimension plus petite de ce qu'on a en entrée. Et son objectif, c'est d'avoir la meilleure représentation des données, mais dans un vecteur plus petit, donc en dimension réduite. Lorsqu'ils ont mis en place la technique de dictionary learning pour extraire les concepts, ils ont utilisé ce qu'on appelle un sparse auto-encoders, en prenant en entrée les activations à plusieurs endroits du réseau de neurones. Et ensuite, ce que apprenait l'auto-encodeur, c'était une représentation de l'activation des concepts. Donc, en fait, les coefficients dont on parlait avant. Et dans le décodeur, on se retrouve avec une matrice avec tous les vecteurs de concepts. Donc, c'est comme ça qu'on récupère les différents vecteurs de concepts. Et ensuite, les chercheurs viennent labelliser les différents concepts en fonction des coefficients d'activation pour lesquels les concepts s'activent le plus. Une fois qu'on a récupéré les concepts, on peut aussi s'intéresser aux interactions entre les différents concepts qu'on a récupérés. Et c'est comme ça qu'ils ont compris comment un réseau de neurones, un modèle de langue, était capable d'accorder un verbe au singulier ou au pluriel. Alors là, c'est la partie grammaire de la présentation. Et ce qui se passe lorsqu'on veut savoir s'il faut mettre le singulier ou le pluriel, donc has ou have, on va d'abord passer par un premier concept qui permet de détecter le nombre du nom, si c'est au singulier ou au pluriel. Ensuite, on va détecter la proposition subordonnée relative that. Et ces deux concepts permettent ensuite de venir déterminer l'accord du verbe. Et c'est comme ça qu'un modèle est capable de faire de la grammaire. Et c'est intéressant parce que si on arrive à retrouver donc, les différentes interactions entre les concepts et donc ce graphe de logique, potentiellement, on pourrait, à partir de l'IA, donc du modèle, trouver un code qui soit complètement compréhensible et donc se passer de l'IA. Ce n'est pas encore le cas, mais c'est une piste possible pour arriver à avoir des modèles qui soient interprétables. Lorsque les chercheurs d'Anthropic sont venus labelliser les différents concepts qu'ils avaient trouvés chez Claude, il y a un des concepts qui m'a interpellée. Et c'était en fait un concept qui s'activait à chaque fois que quelqu'un disait que l'Amérique était le meilleur pays au monde, etc. Donc, we are a great country, compassionate country. Et eux, ils l'ont labellisé comme étant de l'exceptionnalisme américain. Donc, deux choses. D'abord, cette étape de labellisation des concepts a un côté assez subjectif. Parce qu'en fonction de celui qui va labelliser, on peut appeler ça aussi du patriotisme, de l'impérialisme américain. Donc, l'interprétation
de la personne qui vient labelliser est quand même intéressante. Et aussi, juste l'existence de ces concepts dans le modèle, ça prouve que les modèles de langue sont quand même une sorte de reflet du soft power des États-Unis, parce que je suis pas sûre qu'il y ait des concepts d'exceptionnalisme pour tous les pays. Donc peut-être les modèles de langue sont à l'informatique ce que le Coca est aux boissons lorsqu'il s'agit de soft power. Donc, à partir de là, on a envie de venir critiquer, en tout cas d'analyser les concepts qui se trouvent dans les intelligences artificielles et donc de venir déconstruire philosophiquement l'IA. Alors, la déconstruction, c'est un terme un peu fourre-tout. Donc, j'ai eu envie de revenir à la source, au philosophe Derrida, et non pas Dalida, qui s'est emparé du terme de déconstruction pour analyser les textes de la pensée philosophique occidentale. Et évidemment, il n'a pas voulu définir la déconstruction, mais de ce que j'en ai compris, c'était pour lui une approche qui consistait à identifier les oppositions qui se trouvent dans les textes, par exemple entre le féminin, le masculin, entre la nature et la culture, entre la parole et l'écriture, de venir ensuite renverser les rapports de force et les hiérarchies implicites qui se trouvent entre ces deux catégories, et de neutraliser la hiérarchie entre les catégories. Comment appliquer ça à l'IA? Voici mon interprétation. On pourrait faire, comme Derrida, un renversement des oppositions, et pour ça, on pourrait interpréter les différents concepts qui se trouvent dans les modèles, pour ensuite venir les débugger, ou en tout cas enlever les concepts dont on ne veut pas qu'ils influencent nos prédictions. Il y a des chercheurs qui ont fait ça en 2024. Donc, ils sont partis d'un modèle de machine learning qui prédisait pour prédire la profession à partir du CV d'une personne. Et donc, en fait, ils voulaient s'assurer que que c'est pas parce qu'on était une femme que le modèle prédisait qu'on était infirmière, et c'est pas parce qu'on était un homme qu'on allait être identifié comme un routier. Donc, comment ils ont fait pour débiaiser les prédictions de ce modèle? Déjà, ils sont venus récupérer les concepts, comme on a vu dans la partie précédente. Ils ont retrouvé les interactions entre les différents concepts pour arriver à déterminer qu'est-ce qui faisait, quel concept s'activait lorsqu'on prédisait que telle personne est une infirmière. Ensuite, ils sont venus interpréter chaque nœud de ce graphe qui permet de mener à la prédiction. Et lorsque certains concepts n'étaient pas pertinents pour la prédiction d'une profession, par exemple le genre, ou alors des activités hobby associées plutôt à un certain genre, ils sont venus les enlever du modèle. Donc par exemple, tout ce qui était en rapport avec le genre, ou alors si la couture amène à prédire qu'une personne va être infirmière, ils vont l'enlever du modèle pour s'assurer d'avoir un modèle qui ne prend pas en compte les stéréotypes genrés. Et grâce à cette technique, ils ont réussi à avoir un modèle qui était beaucoup moins biaisé. On n'a pas toujours sous la main une équipe de chercheurs qui peut venir extraire les concepts et trouver les interactions entre nos concepts de nos modèles. Donc souvent, de manière pragmatique, on va utiliser d'autres outils pour des modèles si on a besoin qu'ils ne soient pas trop biaisés, si on a besoin qu'ils ne soient pas biaisés. Donc c'est possible, par exemple, d'introduire des guardrails, donc par exemple des modèles qui peuvent détecter si ce qui est envoyé par l'utilisateur est un contenu toxique ou sexiste, ou alors ce qui est renvoyé par le LLM contient des contenus sexistes. Ou alors on peut venir fine-tuner certaines briques certains modèles qu'on utilise. Et donc on voit que l'architecture modulaire se prête bien à cette mise en place d'outils pour limiter les biais. Donc, lorsqu'on veut fine-tuner un modèle pour qu'il soit moins genré, généralement, ça consiste à entraîner le modèle sur des données qui sont plus équilibrées et donc moins biaisées que l'entraînement original. Donc, pour résumer, lorsque j'ai fait le Kilimanjaro, j'ai choisi la route du whisky
Et tout ça pour dire que si vous voulez faire une application IA qui est robuste, je recommande l'architecture modulaire. J'ai aussi voulu déconstruire le mythe selon lequel l'IA est une boîte noire qu'on ne comprendra pas, parce que derrière, ce sont juste des opérations mathématiques, des vecteurs, des matrices, et il y a de plus en plus d'outils qui nous permettent de l'interpréter. Et enfin, ces méthodes d'interprétabilité nous permettent de réduire les biais, ou en tout cas les discriminations qui existent dans ces modèles. Et pour finir, je voulais aussi partager le fait que pendant cette présentation, on se rend compte que l'humain est très important, parce que lorsqu'il s'agit d'écrire une spécification, de construire le problème, c'est indispensable d'avoir une approche critique et d'avoir vraiment une volonté de bien définir le problème. Pareil, lorsqu'il faut interpréter, les chercheurs sont là pour arriver à comprendre ce que tel concept veut dire. Et lorsqu'il faut choisir quel concept enlever, il faut aussi une intervention humaine. Et finalement, on se rend compte que lorsqu'on travaille sur l'intelligence artificielle, l'opposition entre humain et IA n'est pas une opposition. Peut-être qu'on devrait déconstruire cette opposition entre humain et IA. Merci.